can only come from above. In unity, He's born a kiss of dignity. My precious love will only come from Enchanter le monde, bien sûr, on ne peut qu'être d'accord avec ces images. On en a déjà dit un mot hier avec Nicolas. Moi, je suis complètement sensible, évidemment, à ce message. Je pense qu'il y a un piège derrière aussi, c'est l'idée que c'était mieux avant. Attention à cette thématique, c'était mieux avant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a un psychologue de Harvard qui s'appelle Steven Pinker, qui a montré, chiffre à l'appui, que la période que nous vivons est la plus pacifique, par bien des aspects. Évidemment, si on prend des échelles de temps longs, il faut considérer que le XXe siècle a été extrêmement meurtrier.
à cause de 2 guerres mondiales, bien entendu, tout ça vous le savez. Il faut faire attention au prisme de l'information qui biaise notre capacité à comprendre les événements du présent. Et on a l'impression que les choses vont de mal en pis. C'est vrai pour les aspects écologiques, c'est vrai pour certains aspects de risque nucléaire, de risque d'effondrement financier, ce genre de choses. Mais si on prend des échelles de temps long, on n'a jamais vécu une période aussi pacifique que maintenant. Donc attention au biais, au prisme du regard. Donc ça commence par nous, en fait, c'est Gandhi. Hein, ce message, il reste complètement d'actualité. Il faut être le changement que l'on veut voir à l'œuvre dans le monde. Il faut l'incarner soi-même. Donc changer le monde, ça commence par se changer soi-même. Et se changer soi-même, c'est changer son regard sur le monde et son regard sur soi-même. C'est d'abord un travail sur soi. Bon, là, je parle vraiment à titre personnel. J'ai beaucoup aimé la façon dont Nicolas, hier, a dit sur cette thématique du réenchantement du monde. Bon, c'est le philosophe Marcel Gauchet qui a théorisé le désenchantement du monde. Il y a l'idée que réenchanter le monde, c'est aussi le risque de revenir à une période où la pensée magique régnait, où on était sous l'influence de croyances. Donc attention aussi à ce piège-là. Mais Nicolas, hier, a bien dit qu'en fait, il s'agissait de réenchanter notre regard sur le monde, et pas tant que réenchanter le monde lui-même. Oui, et ça me fait penser en fait à la vie de couple en fait. Quand on regarde la vie de couple, il y a 3 phases, 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase de l'illusion amoureuse, justement, l'enchantement du monde, tout est magnifique, on projette le meilleur de soi, l'autre nous unifie en fait, et on parle de la phase d'illusion. Et ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de désillusion, qu'on connaît aussi, quand l'autre n'est pas tout à fait celui qu'on attendait. C'est-à-dire qu'il est lui et que nous sommes nous, en fait, avec nos propres skis, nos propres zones, et le travail commence. Et c'est la zone où parfois le couple est en fragilité, se sépare, ou alors reste ensemble. Et entre dans la troisième phase, qu'on trouve parfois le nom de phase de vérité. Moi, j'aime pas trop cette dénomination-là. Je dirais la phase de travail, c'est-à-dire que c'est là que le travail commence, en fait. C'est-à-dire n'être ni trop illusionné, ni être trop désillusionné, mais simplement se mettre au boulot, quoi. Et puis, choisir, et puis poursuivre avec ça. Et je dirais que le monde, il est peut-être ni enchanté, ni désenchanté, mais il est beaucoup plus merveilleux, en tout cas, que celui qu'on nous peint. Et ça, c'est pour moi une réalité que ne cesse de nous enseigner les expériences extraordinaires, quelles qu'elles soient. Elles ne sont pas extraordinaires, hein, pas du tout. C'est notre ordinaire qui est d'une pauvreté absolue. Et en plus, que les faits nous démontrent complètement l'inverse, et sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Et moi, je rêve du monde où ces expériences extraordinaires seront notre ordinaire, en fait. Hein. Voilà. Philippe, si tu veux, je te lance avec une autre réflexion. Oui, vas-y. J'ai lu récemment un livre, le dernier roman d'Aldous Huxley, qui s'appelle « Île ». L'île, au sens de l'île au milieu de la mer. Le dernier roman de Aldous Huxley, publié en 1962. Et ce roman commence par les mots... Il commence et se termine par le même mot. Et ce mot, c'est « attention ». C'est pas attention au sens « faites attention », attention danger, c'est pas ça. C'est attention au sens « soyez attentif ». Et « soyez attentif », c'est une phrase clé, n'est-ce pas, des dialogues avec l'ange, qui est une source d'inspiration commune pour nous deux. Les dialogues avec l'ange, et du coup ça fait le pont entre justement l'Orient et l'Occident, parce que dans Île de Aldous Huxley, il décrit une utopie donc, où sur une île, il y a le mariage de la science et d'une espèce de forme de bouddhisme idéal, et donc ces gens-là vivent dans une parfaite harmonie, grâce à justement cette rencontre et cette entente parfaite entre l'approche orientale et occidentale, on peut dire. Donc soyez attentifs, c'est le message de l'ange aussi, soyez attentifs, c'est-à-dire attention à l'instant présent, en fait. Hein. C'est ça aussi le message justement de l'hindouisme, du bouddhisme, c'est qu'il faut être dans l'instant. Je suis dans l'instant présent. Et soyez attentifs, c'est soyez attentifs à ça. Moi, ça me parle beaucoup. Ok, tu veux que je réagisse à ça? Alors, moi, je suis un piètre expérienceur. Je suis terriblement ancré dans le mental. Mais justement, c'est par excès du mental que j'ai fini par découvrir que le mental était complètement insuffisant et capoute même, et que j'ai les meilleures idées de ma vie, les meilleures choses que j'ai fait dans ma vie, je les ai faites
en m'extrayant du mental, soit accidentellement, soit par différents moyens. Je parle souvent de faire de la randonnée, je ne sais pas faire de la méditation. Et donc je dirais que pour un scientifique, pour un rationaliste, pour un cartésien comme moi, vraiment quelqu'un qui est complètement plongé, ancré dans la matière et qui s'acharne à travailler dur pour développer des programmes informatiques infernaux, des logiciels d'intelligence artificielle, etc. Et qui sont en plus, qui ont tenu le haut du pavé pendant des années, et même je pense que j'ai encore un composant qui reste imbattable. Eh bien, je dirais que c'est le fait d'aller jusqu'au bout de ça qui me fait retrouver les valeurs essentielles de l'être humain. Et je dirais que les personnes qui se croient rationalistes ne sont pas assez rationnelles. Les personnes qui se croient cartésiennes ne sont simplement pas assez cartésiennes. Les personnes qui se disent matérialistes ne sont pas assez matérialistes. Les personnes qui se croient intelligentes, les scientifiques qu'on le considère comme très intelligents, ne sont pas assez intelligents. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du mental pour se rendre compte que le mental est une prison et que ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le cœur, c'est ce qu'on appelle l'intuition, c'est-à-dire c'est l'ouverture du canal qui passe par l'émotionnel et qui permet à l'information de rentrer, c'est-à-dire toutes les informations, alors du point de vue qui peuvent intéresser le mental, comme les idées de génie, les intuitions fabuleuses, etc., mais aussi toutes les informations, là je rejoins ce que tu dis, toutes les informations qui permettent de s'ouvrir à notre environnement et de s'apercevoir que nous ne faisons qu'un avec notre environnement et que notre environnement est une extension de notre cerveau. Et ça, c'est lorsque j'ai découvert ça en expérimentant, parce qu'un type comme moi ne pouvait qu'expérimenter. Hein. Donc c'est lorsque j'ai découvert, donc j'ai compris qu'effectivement c'était mon mental qui m'empêchait qui était le grand perturbateur dans cette affaire-là. Donc c'est probablement ce qui m'a aidé à faire mes premières expériences de dialogue avec l'ange. Je me suis beaucoup renseigné avant de démarrer tout ça, mais c'est surtout le fait d'avoir compris qu'il faut lâcher le mental. Hein. Ça, c'est vraiment le point clé. Et donc, qui m'a permis de faire mes premières expériences en suivant un protocole finalement assez rigoureux et d'obtenir des résultats absolument extraordinaires. Et j'invite tout le monde à essayer de le faire, hein, à dépasser le qu'en dira-t-on ou l'absence de confiance. Faites-le, quoi. C'est pas très compliqué. Moi, j'y arrive. Faire une expérience, c'est bien de ça que tu voulais que je parle. Hein. Donc faire une expérience de dialogue avec soi. Et tu avoues que tu ne pratiques pas la méditation parce que c'est trop dur et qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça parce qu'on est dans un monde où c'est très difficile effectivement de se poser, de se calmer, mais que tu as trouvé d'autres voies justement de te relier au soi, de trouver l'inspiration. Voilà, moi ça peut passer par soit une soirée très arrosée qui me casse complètement et le lendemain matin je me réveille avec une immense inspiration, ou alors de manière plus raisonnable et sans me gaspiller la santé, ça peut passer par une très grosse balade où je marche pendant plusieurs heures, où les idées peuvent m'arriver soit tout de suite, et donc c'était pas la peine que je descende jusqu'en bas pour remonter, ou alors les idées me viennent effectivement en remontant, parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel il fallait que je lâche complètement le mental, et donc c'est au bout d'un énorme effort. La meilleure idée de ma vie, celle qui a déterminé toute ma carrière, ce qui m'a permis de trouver l'architecture de réseau de neurones idéal, c'est une idée que j'ai eue en essayant de casser à la barre à mine un énorme rocher pour lequel j'avais déjà bousillé 2 marteaux-piqueurs. Et je me suis retrouvé dans un état second abruti, et très emmerdé parce que j'avais un thésard à l'époque et il fallait que je le fasse bosser pour qu'il finisse sa thèse sur un problème assez compliqué. Et j'ai demandé à mon cerveau de trouver la solution simple là, parce que et il m'a trouvé une solution absolument géniale. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que
C'est vraiment quand on arrive à se défaire du mental qu'on trouve les meilleures idées, qu'on arrive à trouver cette connexion. Et cette connexion, elle permet de provoquer des synchronicités extraordinaires qui apportent de véritables réponses aux questions qu'on se pose intérieurement, à condition de ne pas demander à l'univers de choisir à sa place. Hein. Il s'agit simplement de considérer qu'on a un guide qui demande qu'à nous aider. Nous sommes deux en fait, hein. Nous sommes nous-mêmes conscients et nous sommes reliés à un véritable nous-mêmes dans la partie supérieure de notre âme et qui lui, est notre raison d'être et qui sait à peu près, qui a fait le plan concernant notre vie. Il suffit de lui causer. Et pour ça, il faut être authentique avec soi-même, parce que dès qu'on se ment, ça ne marche pas. Donc il ne faut pas se mentir, il faut sortir du mental, etc. Et donc on arrive à être dans ce chemin d'authenticité-là. On peut commencer à poser des questions, et je vous assure qu'on obtient des réponses absolument extraordinaires. Voilà. Ça, c'est... Bon, j'en avais parlé, Romuald le fait, et donc je pense qu'il va pouvoir confirmer ce que... Romuald va rebondir là-dessus, et puis je te lance aussi, quand on dit sois attentif, quand l'ange dit sois attentif, c'est sois attentif aux merveilles du monde, même y compris dans les dimensions invisibles. Et ça, c'est le cœur justement du chamanisme. Oui, complètement. En fait, le réenchantement du monde, quand tu fais ces expériences de chamanisme, tout de suite, tu as ce réenchantement. Parce que ta vision, on va dire, qui était un peu trop restreinte de la réalité, éclate, et donc tu as accès à des univers qui sont absolument extraordinaires. Il y a une phrase que j'ai mis dans la danse du serpent, c'est un philosophe, j'ai oublié le nom là, de mémoire, qui disait « l'art de créer des mondes ». L'art chamanique de créer des mondes. Parce que c'est aussi, il y a une dimension interactive de création, de co-création, et ces univers sont extraordinaires, et effectivement. Comment est-ce qu'on réintègre cette sagesse dans la pensée occidentale ? Je crois qu'on est en train de le faire. Tu vois, c'est par le biais d'ouvrages, de films. Je pense à mon ami Yann Kounen, tu vois, qui a fait quand même des films sur la conscience, sur le chamanisme. Et là, il va avoir l'opportunité d'en faire à nouveau, hein, très prochainement. Donc, tout ça, c'est un courant, tu vois. On a les synchronicités qui fait qu'en fait, on s'est rencontrés tous à un moment pour travailler. Donc, le chemin continue. On a ce GPS ou ce satellite extratemporel qui nous guide. Sur une commutation particulière, il y a effectivement un futur assez proche, je pense, où de grandes choses existaient déjà, en fait. Et c'est ces informations qui redescendent sous forme de synchronicité à travers nos travaux, en fait. Voilà. Fabrice, ton mot de synthèse, parce qu'on va profiter de ce temps aussi pour échanger avec la salle. Hein. Oui. C'est à moi que revient le... Non, mais ta réaction sur cette thématique du réenchantement du monde, ensuite Oui, Sonia va moi ce qui me vient à l'esprit, c'est les études de John Mack, ce fameux professeur de psychiatrie d'Harvard qui a étudié donc les enlèvements dits extraterrestres. Et lui, comme d'autres d'ailleurs, faisait un parallèle entre les chamans et les experienceurs, et il disait qu'en fait, il disait deux choses. La première chose, c'est que tant les chamans que les experienceurs semblent nous montrer une voie qui sont un petit peu à l'avant-garde, je dirais, de l'évolution de l'espèce humaine. C'est un petit peu l'idée qu'ils sont là pour prendre un message très important au sujet de l'humanité et souvent à consonance écologique, et nous le restituer, nous montrer la voie vers une direction. Donc je trouve ça c'est un aspect qui est intéressant. Et le deuxième, c'est l'aspect de l'interconnexion. Enfin, effectivement, autant les chamans là aussi que les experienceurs sentent, je dirais, après incubation et digestion de leur expérience, c'est le sentiment d'appartenir à un tout, d'appartenir à la matrice de la vie et d'être lié, je dirais, à l'environnement et même plus loin et au-delà de l'environnement. Donc il y a ces deux aspects qui me semblent très importants et qu'on ressent à travers cette vidéo. Sonia, justement, oui, tu tenais à ce qu'on voit cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo dont la source est Anonymous, il me semble, non ? Non, cette vidéo a été créée par Frédéric Jacobet, mon mari. Autant et moi-même. pour moi. Donc, okay. Comme celle d'avant, donc dans la lumière bleue.
Alors, comment vous dire, moi, je suis d'accord avec toi, Jocelyn, notre monde a toujours été magnifique, il l'est encore aujourd'hui et je l'espère encore demain et je suis sûre qu'il le sera encore demain. Notre regard sur le monde, effectivement, a malheureusement été terni par des événements, hein, comme tu dis, le XXe siècle est difficile, mais l'humanité a toujours traversé de grandes crises et très violentes avant ça, effectivement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut assumer plusieurs choses. Et le message, de par mes expériences et de celles d'expérienceurs et surtout chamaniques, parce que je traverse aussi moi de grands voyages chamaniques, c'est avant tout de relier son être. Hein. Moi j'appelle ça le travail de reliance et ça va faire partie de ce que je vais mettre en place. Hein. Réenchanter le monde, c'est possible pour tout le monde. Chacun a sa petite pierre à apporter pour prendre soin de notre environnement. Prendre soin de soi, prendre soin de son âme, prendre soin de son environnement, de sa sphère autour de soi, hein, son village, sa ville, son environnement professionnel, mais aussi son environnement, ce qui se passe. Il faut bien être conscient que ce qui se passe, par exemple au Tibet, en Amazonie, la déforestation ou autre, a un impact ici, sur nous-mêmes. Hein, c'est pas parce que ça se passe ailleurs et on ferme les yeux, on va dormir, c'est pas grave, ça se passe ailleurs, que ça n'a pas d'impact sur nous ici et maintenant. Le travail à faire, il est ici et maintenant en nous-mêmes, en essayant de rentrer en dialogue avec son esprit, et c'est ce que je vais mettre en place, hein, des ateliers, on me l'a demandé et je réponds à vos questions. On est capable de vivre des expériences, tous, hein, de rentrer en lien avec son esprit, tous, à chaque niveau, hein, à tout niveau. Moi, je vis mes expériences et d'autres vivront d'autres expériences, chacun son expérience, mais son expérience individuelle amènera de toute façon à mettre en place sa petite pierre individuellement et ensuite collectif pour que on prenne tous soin de notre environnement. C'est notre responsabilité à tous et avec son empreinte personnelle. Donc effectivement, on est capable, on m'a demandé, est-ce que moi je peux vivre une expérience, est-ce que moi je peux travailler la reliance à mon esprit? Alors effectivement, on a le travail chamanique. Et moi j'ai ma propre façon de voir les choses. Je suis quelqu'un de très rationnel. Ça fait drôle, hein, mais j'ai les pieds sur terre, mais j'ai la tête en l'air aussi, mais très rationnel. Au tout début, quand j'ai vécu des expériences difficiles, hein, que ce soit des bruits dans la maison, qu'on peut appeler poltergeist, que ce soit le phénomène du verre, hein, j'ai traversé ces expériences-là, j'ai voulu vérifier. J'ai mis de la farine par terre, si quelqu'un rentrait dans la maison, j'ai refait 10 fois, 20 fois, 100 fois l'expérience du verre pour savoir si c'était pas moi, si c'était pas le consultant qui faisait bouger le verre. Je voulais comprendre avant de me dire c'est autre chose. J'ai toujours cet esprit-là d'ailleurs. Je suis très très ancrée aussi dans la matière, moi aussi Philippe. J'ai besoin de comprendre. Et puis quand j'ai lâché tout ça, je me suis dit on a besoin de comprendre, mais aussi pour comprendre il faut lâcher tout ça. Il faut arrêter de mettre toujours les choses dans une case, de vouloir mettre un mot sur les choses et un nom sur les cases. Il faut se donner la liberté d'être, l'abandon total de tout ça et voir ce qui se passe. Et quand on se lâche, quand on donne la liberté à notre esprit, et je ne dis pas ça par rapport aux OMI ou autres, mais notre âme, elle est là, ici et maintenant. C'est pas à l'aube de notre mort qu'il faut rentrer en lien avec elle. Elle est là, elle a toujours été là. Et qui nous connaît mieux que notre âme? Si vous entrez en dialogue avec elle, elle vous donnera le meilleur chemin. Et pour entrer en dialogue avec elle, moi j'ai la forêt, j'ai mes marches en forêt. Hein, je peux rentrer facilement en transe quand je pars en forêt. D'ailleurs, mon mari me perd souvent en forêt. Hein, je reviens pas toujours à l'heure. Je rentre en transe en peinture, hein, et après j'ai ma grille de lecture sur la peinture. Je rentre en transe musicale. Enfin, il y a divers supports pour entrer en transe. Et en transe, la transe, ça veut dire rentrer en lien avec son âme et avec la conscience. Et comme le dit Philippe, ensuite, des synchronicités s'installent et vous mènent là où vous devez aller. Alors si ça doit tous nous mener à vivre ensemble dans le meilleur des mondes, allons-y. Je crois que c'est Laurent ce matin, Laurent Boulanger, qui a dit une chose très juste, qu'on était tous comme les cellules d'un grand corps. On pourrait dire que c'est un grand corps malade, évidemment, puisque ça va pas super bien. Mais c'est en se soignant soi-même qu'on soigne le monde. Ça, c'est une vérité quand même.
Alors, éventuellement encore un mot, et après on donne la parole à la salle. Qui veut reprendre la parole? Je voudrais juste dire un truc qui me paraît important. C'est que je suis de plus en plus convaincu, enfin, ça fait seulement quelques années, parce que ça fait pas très longtemps que je m'intéresse au phénomène OVNI, mais maintenant, ça y est, je suis arrivé à un état de quasi-certitude. Donc je suis absolument convaincu que la technologie OVNI nous est accessible, ou en tout cas potentiellement accessible à l'humanité depuis des décennies. Moi, je suis presque prêt à faire bosser un thésard demain matin dessus. J'ai des pistes maintenant suffisamment claires. J'en ai un peu parlé pendant ma conférence et je ne peux pas lire. Tout ne fait que confirmer ça. Donc, je pense que, moi, comme j'arrive en retard là-dessus, j'imagine bien que d'autres ingénieurs ont des décennies auparavant travaillé là-dessus. Donc, je pense que le problème, il a dû être déjà résolu, ou en tout cas, à mon avis, potentiellement cerné, potentiellement été compris par l'humanité, et qu'il est nécessairement occulté, et qu'il est tout à fait légitimement mis sous secret, parce que, en fait, nous sommes une espèce particulière qui est mentalement surdéveloppée par rapport à ce qu'elle est développée spirituellement. C'est-à-dire, au niveau émotionnel, on a un grave problème d'évolution au niveau de notre émotionnel. On mélange tout au niveau émotionnel. Donc je pense qu'on est une espèce qui est trop en avance sur le mental, et que donc tout est fait pour, retarder justement le moment où on aura accès à cette technologie, parce qu'il est absolument fondamental que nous ayons tout d'abord un éveil spirituel, étant donné qu'on ne peut pas comprendre les réalités qui vont apparaître de manière évidente avec cette technologie, à partir du moment où on n'a pas eu cette compréhension fondamentale de la nature de la réalité qui implique un éveil spirituel. Voilà la conclusion la plus fondamentale à laquelle je suis arrivé au jour d'aujourd'hui sur ce sujet. Oui, juste un mot très court là-dessus. Je crois que après plus de 20 ans d'ufologie de mon côté, autant d'enquêtes que de discussions avec d'autres chercheurs et des témoins, je suis arrivé à la conclusion que le phénomène OVNI nous parle en définitive, vraiment qu'on pousse jusqu'au bout de spiritualité. Voilà. Alors écoutez, je vous propose de prendre la parole, on va profiter de la présence de nos intervenants et clore ces 2 journées avec vous. Oui, bonsoir. Donc c'est à propos du fait de réenchanter le monde. Donc au niveau du temps, on fonctionne sur un calendrier grégorien, en fait, qui est une sorte de boucherie, en fait. C'est ce qui explique les personnes qui ont découvert et qui nous font comprendre, en fait, la complexité et l'harmonie du calendrier maya. Donc, comme le fait de devoir travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour, de faire les 3-8 dans une usine, etc., on est absolument découpé par le temps, en fait. Et le calendrier maya, donc, il est arrivé il y a 30 ans par le biais de José Arguelles et le livre Le Facteur Maya. Donc, il était reconnu comme par les Mayas qui existent encore, comme la personne qui, en fait, va fermer le cycle, qui théoriquement se termine en 2012. Donc, on serait dans la post-histoire. Et les Mayas sont arrivés entre 600 et 800 après Jésus-Christ, et le calendrier Maya commence il y a 16,4 milliards d'années, c'est-à-dire à l'époque, grosso modo, où la science occidentale considère que c'est le Big Bang. Et en fait, chaque jour a une couleur, une tonalité, une direction. En fait, il y a un calendrier qui fait 260 jours, et chaque jour a vraiment une particularité, un signe, etc. Et puis ensuite, par le système des poupées russes, en fait, ça va jusqu'à 16,4 milliards d'années. Et en fait, avec l'accélération du temps, puisqu'en fait, ça se rétrécit de 20 en 20, il y a un système 20 et à la fin, ça dure moins d'1 an, 260 jours. Et dans l'autre sens, ça va jusqu'à 16,4 milliards d'années. Et en fait, tous les cycles de l'histoire sont compréhensibles par le calendrier maya. Par exemple, Hitler arrive dans un cycle,
qui correspond au cycle des 1, où les 1 ont envahi l'Europe. Et Coleman, qui donc, travaille sur le calendrier Maya, en 2004, explique, selon ce cycle-là, en 2008, il va y avoir une crise financière, dans ce qui est arrivé. Donc je trouve qu'en fait, c'est extrêmement pertinent de s'y intéresser. Merci. Réaction sur ce, non? On est d'accord. Autre question ou commentaire, si vous voulez? DVD de la lumière bleue. Dans la lumière bleue, c'est le témoignage de Sonia. Et là, le petit film qu'on vient de passer, c'est pas à vendre, hein, mais vous pouvez le trouver peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Alors, on a une question en haut. Là, je ne sais pas trop qui pourra répondre, peut-être Fabrice ou Nicolas. C'est au sujet des expériences de Rick Strassman. Je voulais savoir si dans vos études respectives et vos rencontres, c'est un sujet qui est souvent abordé en ufologie ou en psychologie, si c'est s'il y a de l'intérêt en fait autour de ça. Je vais peut-être fournir en première bonne réponse et je te laisserai compléter. Donc oui, moi j'en parle en long et en large dans mes ouvrages de Rick Strassman. Donc oui, non, je trouve que c'est extrêmement pertinent ce qu'a fait ce psychiatre à l'Université du Nouveau-Mexique. Peut-être tout le monde ne connaît pas, mais Rick Strassman, c'était en 95, a eu l'idée d'injecter de la DMT, donc cette molécule qu'on trouve dans le breuvage de l'ayahuasca, mais au niveau synthétique, sur des patients volontaires afin de faire des recherches, je crois que c'était sur la schizophrénie. Et puis, une fois injectés, ces patients volontaires ont décrit tous des expériences qui ressemblent furieusement aux expériences d'enlèvement. Voilà, donc ils se retrouvent dans un contexte technologique, se retrouvent dans un autre monde avec vraiment une impression que c'est plus réel que le réel. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les expériences de mort imminente et font l'objet, je dirais, de procédures, on peut dire médicales ou chirurgicales, avec des êtres dans un environnement insectoïde et technologique, etc. Et ce que je trouve intéressant dans cette recherche, c'est qu'elle nous donne une piste pour nous, en tant qu'êtres humains, être acteurs dans notre relation avec le phénomène OVNI, puisque jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, eh bien c'est le phénomène d'OVNI qui nous tombe dessus. Voilà, on est pris par surprise, on n'est pas acteur, on est passif. Et puis donc j'ai évidemment tout de suite fait le lien avec le chamanisme, et c'est ce qui m'a amené, moi, à beaucoup m'intéresser au chamanisme, en disant voilà, les chamans ont la connaissance de on peut dire les outils technologiques de la conscience, ce sont des experts, ils ont 2500, 3000 ans d'expérience là-dedans, dans le contact avec ces autres réalités. Donc moi je pense que voilà, c'est mon opinion, que les études de Rick Strassman sont capitales dans le domaine. Voilà. Je vais passer peut-être le micro à Nicolas. Juste un petit mot, parce que c'est aussi ma partie. Et j'ai travaillé avec Jesse Calloway, qui est un ethnopharmacologue qui a travaillé avec Rick Strassman aussi. Et une information quand même qui peut être intéressante, c'est que le cerveau produit naturellement du DMT, de la déméthyltryptamine. Donc on a une sorte d'ayahuasca endogène dans le cerveau. Ce qui pourrait aussi expliquer des fois que certaines personnes, ou certains dons de certaines personnes de vision, pourraient être dus à des montées spontanées et incontrôlables, on va dire, ou mystérieuse de ce DMT au niveau de la conscience. Et puis aussi, Jesse Calloway avait fait le lien avec une production de bêta-carboline, c'est ce qu'il y a dans la liane ayahuasca, en connexion avec le rêve. C'est-à-dire qu'au niveau biochimique, notre cerveau sécrète naturellement des substances qu'on trouve dans ces plantes de vision. Voilà. Oui, moi j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est que pour répondre à votre question, ni dans le milieu ufologique et encore moins dans le milieu psychologique, cette question-là se discute. Hein.
Tu seras d'accord. Disons qu'on vient amener cette question, hein. On vient l'amener dans le cœur de l'ufologie, c'est-à-dire relier la question de la conscience en fait et des ovnis. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bon, Rick Strassman met évidemment l'accent sur la DMT puisque c'est la molécule qu'il va étudier en fait dans le cadre de son expérience. Je tiens à signifier que même si sans doute bon, l'injection de DMT en soi, de manière pure, comme il l'a fait, génère beaucoup d'expériences qui ressemblent à des abductions, en fait. Bon, c'est pas les seules expériences, mais il y a beaucoup d'expériences d'abduction. C'est pas la seule molécule, en fait, qui génère ça, et c'est pas le seul état de modifié de conscience qui peut conduire à ces formes d'expériences-là, en fait. Hein. Maintenant, c'est vrai que elle le produit beaucoup, c'est-à-dire qu'en termes d'occurrence, ça le produit pas mal. Moi, je me suis demandé quand même à la lecture si le cadre, parce que on parlait du cadre et de l'intentionnalité, ne crée pas comme une zone de fréquence, un peu comme une radio, qui favoriserait en fait ce type d'expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que ces patients, l'injection de DMT se situe dans un cadre très médical, en fait, très épuré, en fait, et que pour moi, c'est comme une radiofréquence qui va peut-être brancher, mais c'est une hypothèse, hein, peut-être brancher sur plutôt l'occurrence de ces formes d'expérience où les gens se retrouvent dans un contexte médical, effectivement, avec des êtres extraterrestres. Le troisième point pour tout le monde, là, c'est que le Rick Strassman lui-même va être assez saisi par le fait que comment on appelle ça, ces sujets, en fait, ont une large gamme d'expériences de type transpersonnel, rencontre d'entités, ouverture du cœur, etc., etc. Mais que pour les expériences de contact ufologique, ils reviennent avec cette certitude qu'il s'est passé autre chose, hein, que c'était une expérience réelle, en fait, réelle. Je le dis parce que, évidemment, Rick Strassman dit c'est le genre d'expérience qui peut être tirée par les sceptiques en disant, vous voyez, c'est qu'un trip, en fait, hein, c'est qu'un trip. Voilà. Non, je pense que ça met l'accent, effectivement, sur le fait que la conscience nous rend acteurs, maintenant, en fait, d'un type de contact sur lequel on peut être acteur, en fait. Voilà. Merci Nicolas. On a le temps pour une dernière question. Je suis désolé. Dernière question, et ensuite, parce qu'on doit rendre la salle. Hein, et ensuite, un mot de conclusion et de revoir des organisateurs. Merci. Merci. Par rapport au livre, la DMT, de Rick Strassman, ce que j'ai lu, et des expériences chamaniques que j'ai faites, et par rapport aussi à ce que Romuald a dit dans une conférence ou dans une interview, j'aurais voulu parler aussi de ce phénomène que les expériences avec la DMT qui est chimique, en fait, et la DMT organique que l'on prend avec la plante, donne quand même des expériences complètement différentes, et qu'elles sont beaucoup plus mystiques et spirituelles avec la plante, et que c'était très intéressant de voir qu'avec la DMT chimique, les expériences étaient beaucoup plus aliens, technologiques, sortaient vraiment, il n'y avait pas cette composante vraiment profonde que l'on peut retrouver avec la plante. Donc maintenant, ma question, c'est, ne pensez-vous pas peut-être que ce phénomène de spiritualité est absolument humain, est un chemin humain sur lequel on évolue et sur lequel peut-être veulent-ils aussi évoluer avec, ou je ne sais pas, en tous les cas où ils s'agrippent. Bon, alors pour l'histoire de la DMT synthétique et naturelle, deux choses, je vais essayer d'être très rapide. En fait, effectivement, c'est déjà Terence McKenna qui avait travaillé sur ça et avait vu qu'en fait que quand on prenait du DMT synthétique, les visions étaient beaucoup plus des visions dans des mondes abstraits, beaucoup plus abstraits, et effectivement avec l'ayahuasca beaucoup plus organique. Quand j'ai travaillé avec des chamans en Amazonie, par exemple, sur les substances végétales, je leur ai parlé de la synthétisation, c'est-à-dire on prend des plantes et puis on va en faire des clones synthétiques. Alors moi j'ai parlé de ce chaman, ils disaient mais vos médicaments ne marcheront jamais. Parce qu'en fait quand vous synthétisez, vous enlevez l'âme de la plante.
Et s'il n'y a pas le contenu informationnel, c'est-à-dire l'âme de ce végétal, en fait, les substances, elles ne sont pas actives. Donc, il se marrait un peu parce qu'il y a eu un moment, il y a eu un courant d'ethnobotanisme dans les années 70-80 qui ont été pillés l'Amazonie pour essayer de vendre, de breveter des molécules. C'est quand même assez délirant, c'est la biopiraterie, quoi. De breveter du vivant qui leur appartenait pas. Mais en fin de compte, les chamans, ils se marraient parce qu'ils disaient, mais ils en feront rien de ces médicaments. Donc, je ne sais pas si ça répond déjà sur un point. Après, qu'est-ce qui évolue conjointement à nous? Oui, je pense qu'effectivement, il y a un rapport symbiotique dans ce que disait Jean-Jacques hier. Il y a aussi un rapport symbiotique dans les visions, c'est évident. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a des liens et encore des choses à creuser, bien sûr. Merci beaucoup, Romuald. Un mot, dernier mot court, peut-être de Nicolas? Juste, c'est une question en fait, hein, c'est pas une question qui vient par rapport à ça. Sur la question du synthétique ou pas synthétique, moi je voudrais questionner si c'est juste l'opposition organique ou synthétique, ou la relation qu'on a avec en fait. Hein, c'est-à-dire que, oui, l'encodage et puis le contexte rituel dans lequel on se met. C'est-à-dire que Rick Strassman, en tant que psychiatre, dans un contexte opérationnel de recherche, qui injecte et qui regarde, c'est pas la même pratique que le même positionnement, le même contexte rituel qu'un chaman en Amazonie péruvienne, c'est pas le même contexte. Voilà. Donc il n'y a pas que la molécule à comparer, mais il y a tout l'ensemble en fait. Mais c'est une question, hein, j'ai pas de réponse. Je réponds juste un truc par rapport à ça, très rapide. Juste pour finir, cette histoire d'encodage est quand même assez importante. J'ai un ami qui est ethnologue qui a travaillé aussi à Tarapoto chez Jacques Mabi. Jacques Mabi pratique du syncrétisme, c'est-à-dire qu'il a une vision, on va dire, où les esprits pour lui représentent la Vierge, les saints, et c'est très catholique. Ok. Eh ben, justement, dans ces rituels, on observe dans les visions des phénomènes de possession, c'est-à-dire on pratique des exorcismes. Ça, les Indiens Shipibo, ils captent rien du tout parce que c'est pas leur culture. Ils disent, nous, on n'a jamais une bestiole comme ça qui vient s'incarner pendant une cérémonie dans un de nos patients. Donc, il y a quand même un encodage culturel, effectivement, de l'expérience. Voilà, merci.